remarqué Jean-Claude en examinant la photo par-dessus l'épaule de Jean-Guy. La machine infernale était lancée. Jean-Guy, terrorisé à l'idée de diffuser une image imparfaite du grand chef, se laissa convaincre par Jean-Claude de procéder à une petite retouche. Le problème, c'est que Jean-Guy était aussi compétent en informatique qu'un manchot en tricot. La tâche fut donc déléguée à Philippe, un jeune graphiste naïf. La scène de la retouche photo, qui se déroula dans le secret du bureau de Jean-Claude, fut un moment de pure farce. « Tu peux faire un zoom ?» demanda Jean-Claude. Philippe zooma sur le visage présidentiel. Tant qu'à faire, si jamais on met en circulation une photo truquée de Jean Y, tout le monde va se marrer. Ricana Jean-Claude. Voici, lâchez-toi. Sous les directives de plus en plus absurdes de Jean-Claude, la photo originale se transforma en une caricature grotesque. Philippe, d'abord réticent, se laissa prendre au jeu. Il ajouta une paire de lunettes de soleil, puis une moustache, puis des oreilles de Mickey. La photo finale montrait le président de l'entreprise affublé d'un nez de clone et d'un chapeau de pirate. Parfait, décréta Jean-Claude. Maintenant, on efface l'original et on envoie ça. La panique s'installa lorsque Jean-Claude, dans un élan de stupidité magnifique, envoya la photo non pas à une personne, mais à toute l'entreprise depuis sa boîte mail personnelle. « Que t'es con, Jean-Claude! Mais que t'es con! » s'écria Philippe. Pour ne rien arranger, un virus informatique venait d'être balancé sur le réseau, paralysant tous les ordinateurs. « Tout le réseau intranet est plombé, » annonça Philippe. « Faut juste espérer qu'ils aient pas ouvert leur mail avant. » L'espoir fut de courte durée. Jean-Guy, ignorant tout du complot, sortit du bureau de Philippe. « Qu'est-ce qu'il voulait? » demanda Jean-Claude, le souffle coupé. « Le CD du diaporama du dernier salon. Comme t'étais pas là, il l'a pris sur ton bureau. » Le visage de Jean-Claude devint livide. « Tu m'as pas dit que t'avais laissé le CD de la photo truquée sur ton bureau? » demanda Philippe. « Si. Mais le CD de la photo truquée était marqué d'un X. Il a pris celui-là? Non. Dans le doute, il a pris les deux. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Les deux compères étaient piégés. La photo, ce symbole de leur rébellion puérile, était entre les mains de l'homme le plus zélé de l'entreprise, en route vers le président lui-même. Cet incident était une métaphore parfaite de la culture de l'entreprise. Une organisation obsédée par l'image, paralysée par la peur de l'autorité et technologiquement incompétente. Le trucage de la photo n'était qu'un reflet de la superficialité de la direction. Les employés, plutôt que de s'attaquer aux vrais problèmes, passaient leur temps à manipuler les apparences dans une tentative désespérée de plaire à un pouvoir invisible et redouté. La bombe à retardement numérique était amorcée. Il ne restait plus qu'à attendre l'explosion. Une semaine en enfer et à la machine à café partie primée. Lundi, l'invasion du chaos chapitre 1, le rituel du matin avant les employés, avant même le premier bâillement étouffé dans un couloir mal éclairé, il y a la machine. Trônant tel un monolithe fatigué dans l'espace détente, la machine à café est la véritable âme de l'entreprise. Elle est le point d'eau autour duquel le troupeau viendra s'abreuver, le confessionnal où les péchés du week-end sont murmurés, l'oracle dont les borborigmes annoncent le début d'une nouvelle journée de labeur. Son café, souvent trop chaud, parfois tiède, au goût indéfinissable de plastique et de désespoir, n'est qu'un prétexte. La véritable offrande est le rituel lui-même, une pause sacro-sainte, un droit inaliénable dans la culture du travail française, bien plus qu'une simple interruption. Un moment de cohésion sociale, de décompression et d'échange informel essentiel à la survie. Un lundi matin ne fait pas exception. Le premier à s'approcher de l'hôtel est Jean-Claude Convenant, le commercial. Il ne demande pas son café, il l'exige. Sa technique consiste en une série de pressions frénétiques sur le bouton « Expresso », comme s'il tentait de réanimer une victime d'arrêt cardiaque. Pour Jean-Claude, la patience est une faiblesse que ses concurrents exploiteraient sans pitié. Vient ensuite Hervé Dumont, le délégué syndical. Pour lui, la pause café n'est pas un plaisir, c'est un forum. Il s'adosse au mur, tasse à la main, et observe l'assemblée naissante avec l'œil du stratège. Chaque conversation est une occasion de sonder le moral des troupes, de déceler une injustice à dénoncer ou de rappeler à qui veut l'entendre les acquis sociaux pour lesquels il s'est battu. Son rôle, tel que défini par le Code du travail, est de représenter les salariés et de négocier avec l'employeur 3, mais il semble souvent plus intéressé par la performance de son propre rôle de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Vince, le graphiste, arrive en dernier, se déplaçant avec la discrétion d'un homme qui espère simplement atteindre la fin de la journée sans incident majeur. Il attend son tour, les yeux mi-clos, cherchant dans la promesse de la caféine
le courage d'affronter 8 heures de demandes de retouches urgentes. Autour d'eux, le balai habituel se met en place. Fred et Jeanne chuchotent, leur tête si rapprochée qu'elles semblent partager un secret d'État alors qu'elles ne font que débriefer la dernière émission de télé-réalité. La hiérarchie formelle de l'entreprise, si rigide sur le papier avec son organigramme et sa chaîne de commandement Claire 5, se dissout dans la vapeur du café. Ici, près de la machine, c'est la dynamique sociale qui prime, un réseau invisible d'alliances et d'animosités qui constitue le véritable moteur de l'organisation. 6. La paix est précaire. Une routine usée jusqu'à la corde, attendant le grain de sable qui viendra gripper les rouages. Et ce lundi, le grain de sable a des poils, 4 pattes et un appétit pour le chaos. Chapitre 2. Le problème canine là, trêve matinale est rompu par l'arrivée tonitruante de Jean-Claude, le visage décomposé par une horreur quasi biblique. Il ne marche pas. Il fait éruption. Son gobelet de café manquant de justesse de repeindre le lino. Vous ne devinerez jamais, hurle-t-il à l'assemblée médusée. Le clébard, le chien d'André, il m'a mangé un pare-choc. Point septune, silence perplexe s'installe. Hervé, toujours pragmatique, tente de corriger. Mordu, tu veux dire. Non, insiste Jean-Claude, les yeux exorbités. Manger, bouffer. Il y a des marques de dents, des morceaux en moins. C'est un monstre, je vous dis. Pitié. Quel nom à la con pour un cerbère. Point 7 litres, absurdité de la situation est totale. Le chien en question, Pitié, a été laissé à la garde de l'entreprise par leur collègue André, parti en déplacement imprévu. L'animal, un bâtard à l'air faussement débonnaire, est devenu le symbole du chaos extérieur, s'infiltrant dans leur environnement clos et prétendument maîtrisé. Pour Vince, le cauchemar ne fait que commencer. En arrivant devant son bureau, il trouve la porte bloquée. De l'autre côté, un grognement sourd lui indique que Pitié a élu domicile sur son fauteuil ergonomique. Il est littéralement interdit d'accès à son propre lieu de travail par un canidé. « Je suis obligé de bosser ici », gémit-il en désignant une table basse dans l'espace détente, tant que vous n'aurez pas déplacé ses crocs. Point Septe le chien n'est pas seulement un obstacle physique. Il est un agent actif de désorganisation. Quelques instants plus tard, on découvre qu'il a transformé une pile de fiches de paie en un nid douillet et déchiqueté. Pire encore, dans un acte de pure domination territoriale, il a levé la patte sur le ficus en plastique du bureau de Jean-Guy, le directeur. Il a marqué son territoire à l'intérieur 7, un geste qui, dans le langage codifié de l'entreprise, équivaut à une déclaration de guerre. Les premières tentatives pour maîtriser la bête sont d'une incompétence comique. Les appels enjôleurs se heurtent à des grognements. Les tentatives d'approche sont contrées par des aboiements menaçants. Le chien, ce problème personnel d'André, est devenu une crise institutionnelle, révélant l'incapacité totale de l'équipe à résoudre le moindre problème de manière rationnelle. Il est l'élément perturbateur qui expose leur dysfonctionnement collectif. Chapitre 3. Le SDF des toilettes standis que la crise canine monopolise l'attention. Un drame plus silencieux se joue dans les coulisses sanitaires de l'entreprise. Vince, exilé de son bureau, porte le poids d'un secret bien plus lourd que la simple crainte d'un chien. Sa précarité a atteint un point de non-retour. La scène, d'une gêne palpable, se déroule lorsque Maëva, cherchant un peu de tranquillité, pousse la porte des toilettes du fond et découvre Vince émergeant d'un sac de couchage dissimulé derrière les cabines. « Vince? Mais qu'est-ce que tu fais là? » balbutie-t-elle, partagée entre la surprise et l'effroi. « J'ai dormi là, avoue-t-elle, la voix rauque. Ça fait 1 semaine. Je me suis fait expulser. Le proprio a mis quelqu'un de sa famille. Les loyers sont hors de prix. Pas de caution. C'est la misère. » Point Sept la nouvelle, bien que murmurée, se répand à la vitesse d'un virus informatique. C'est alors qu'Hervé Dumont, le syndicaliste au grand cœur, entre en scène. Son visage arbore une expression de compassion intense, presque théâtrale. Il pose une main paternelle sur l'épaule de Vince. « Mon pauvre Vince, c'est terrible. Mais tu sais, il me reste encore un petit studio à louer dans mon immeuble familial. » Point Sept litre espoir, lui un instant dans les yeux de Vince, avant de s'éteindre face à la description qui suit. Le studio est une merveille d'optimisation sémantique. Pas très grand, 10 mètres carrés, concède Hervé, mais très haut de plafond. 7. Une ancienne cage d'ascenseur, en somme, refait à neuf, ajoute-t-il avec conviction, avant de préciser nonchalamment que les travaux datent de 1972, Sepla, négociation qui s'ensuit est un chef-d'œuvre de cynisme. Hervé, l'homme qui défend les droits des travailleurs contre l'exploitation, propose un prix d'amis de 400 €.
toutes charges comprises. Face à l'indignation de Vince, il feint la